Je m'appelle Clément Michel. Juste 2 mots pour vous voyez un petit peu qui je suis. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine de la cybersécurité. Et mon petit hobby à côté, c'est vraiment tout ce qui touche à la privacy de près ou de loin. Et du coup, ça fait quelques temps que je teste pas mal d'outils divers et variés. Puis du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire un petit condensé de ce que j'ai pu découvrir et le partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans le fond de la salle qui pense toujours ça. C'est du vécu, hein. J'ai déjà fait une conf sur la vie privée il y a quelques années de ça et j'ai eu le droit dans les questions. Ouais, moi j'ai rien à cacher, etc. Mais super. Du coup, j'ai rien à cacher. Est-ce que tu es prêt à déverrouiller ton téléphone, à me montrer les 5 derniers SMS que tu as reçus en ligne? Est-ce que tu es prêt à me montrer les 5 dernières photos prises sur ton téléphone ou reçues? Est-ce que tu es prêt à me montrer ton historique? Non. Moi je suis plutôt team Mario là-dessus. On n'a pas tous la même sensibilité à ça, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a quand même un minimum de jardin secret. Ce que j'appelle jardin secret, c'est les trucs où on n'a pas envie que ça se sache forcément sur la place publique. Hein. C'est pas parce que je fais une conf sur la privacy que vous ne pouvez pas me trouver sur internet. J'ai malheureusement un métier qui m'oblige d'être visible, puisque je suis plutôt sur une fonction commerciale dans la société dans laquelle je travaille. Donc j'ai un compte LinkedIn largement publiquement accessible, etc. Ça me gêne pas. Ce que je mets sur LinkedIn, je sais très bien ce que j'en fais et je sais comment j'utilise l'outil. Par contre, s'il y a la moindre photo de mon fils qui fuite sur Internet, je deviens fou. Voilà. C'est mon jardin secret à moi, par exemple, là-dessus. Et donc, voilà. Donc, on n'a pas tous la même sensibilité là-dessus, on va tous l'accepter. Donc, des fois, je vais parler de trucs, vous allez me dire, ouais, il va un peu loin, ou etc. Ouais, je fais juste une présentation de panel de différentes choses pour justement proposer des alternatives. Après, vous êtes libre de suivre, pas suivre ou autre. Mais avant de rentrer vraiment justement dans tous ces outils, etc., je vais quand même faire un petit brief sur pourquoi notre vie privée est menacée et comment, parce que sinon ce ne serait pas super efficient. Tout le monde n'a peut-être pas le même niveau d'information. Alors je vais commencer par parler du grand méchant du moment, celui qui fait beaucoup peur et on en entend beaucoup parler. C'est TikTok. Hein, on le sait, hein, il nous espionne, etc. La Chine, tout ça, c'est pas bien. Oui, parce que quand on commence à regarder les autorisations de l'app sur les téléphones, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles elle demande d'accéder et on peut se demander pourquoi elle a besoin d'accéder à tout ça. Faut pas non plus avoir la mémoire sélective parce qu'on dit TikTok, la Chine, et donc si c'est la Chine, c'est pas bien parce que c'est la Chine, régime communiste, etc., dictature. Faut pas non plus oublier ce que nos amis outre-Atlantique ont fait et continuent à faire largement. Hein. Là, je vous ai ressorti l'affaire Prism, hein, pour ceux qui la découvrent peut-être. Hein. Ça date d'il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et Edward Snowden, qui est un ancien analyste de la NSA, hein, qui avait participé allègrement à rendre toutes ces infos publiques. Hein. Voilà, c'est l'espionnage généralisé des Américains, mais pas que. Donc ça avait beaucoup choqué. On s'est dit, du coup, plus jamais ça. Et vous verrez dans 2 slides qu'on a bien évolué. Donc voilà, soyons pas non plus, c'est pas parce qu'on cible TikTok principalement en ce moment qu'il n'y a pas que TikTok qui pose problème sur ces usages-là. Alors justement, je vais parler de nos amis les GAFAM. Il n'y a pas encore les GAFAM T parce que TikTok n'est pas encore officiellement reconnu comme un GAFAM. Je nous les ai mis là. J'ai mis des petits logos d'appréciation en bas. Faut jamais oublier là-dessus, Google et Meta, hein, Facebook, eux, ils utilisent carrément de données pour gagner de l'argent, c'est-à-dire que c'est reconnu. Hein, si vous le découvrez, arrêtez de vivre dans une grotte. C'est leur business model principal, c'est d'utiliser nos data et de les revendre pour de la pub, pour ci, pour ça. Donc, eux, très clairement, si vous utilisez ces services-là, à vos risques et périls, vous êtes maintenant prévenus. J'aime bien Amazon parce que Amazon nous cible allègrement, mais le business principal d'Amazon, c'est de nous vendre des trucs sur Amazon. Donc, c'est une sorte un petit peu
de tracking ciblé, mais on va dire interne, alors que Google et Facebook, ils vont potentiellement revendre la data, filer ça à d'autres gens, etc. Alors qu'Amazon a vraiment une connotation de nous vendre des trucs sur leur propre site. Et accessoirement, ils font aussi du cloud, et c'est aussi une part non négligeable de leur CA, mais je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense très négligeable versus les ventes sur la marketplace. Microsoft, ils sont jamais premiers, ils sont jamais derniers, Microsoft en ce moment. Leur business, c'est surtout de nous vendre des logiciels et des services, surtout des services ces dernières années, la partie jeux vidéo, etc. Ça, ils en font de plus en plus. Ils font aussi du cloud. Mais on connaît Microsoft et c'est connu qu'ils aiment bien foutre tout un tas de mouchards dans tout ce qu'ils nous vendent. On en parlera aussi. Donc voilà, Microsoft aussi. Et alors, je suis pas Apple, je suis pas financé par Apple pour dire ça, mais à côté de ça, il y a Apple qui, son business model, si on le reprend, c'est essentiellement nous vendre du hardware avec une marge énorme et l'impossibilité d'augmenter sa RAM sans devoir acheter un équipement. Et puis ils prennent surtout 30% de commission sur tout ce qui passe dans leur Apple Store. Donc c'est moins le business de la data côté Apple. C'est pour ça que j'ai moins peur en Apple que les autres, tout en étant attentif quand même à ce qui se fait. Voilà. Donc voilà, les GAFAM, je pense que c'est le sujet que vous connaissiez peut-être le plus parce que voilà, c'est quand même assez connu, assez documenté que voilà, le business des GAFAM, c'est pas que nous vendre le service premier. D'ailleurs, je crois que Google nous vend très peu de choses, à part leur super abonnement YouTube Premium pour enlever les pubs toutes les 2 minutes 50 et qui durent 5 minutes. Rappelez-vous, si c'est gratuit, c'est vous le produit, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Au-delà des GAFAM, on revient sur nos copains américains. J'ai dit, l'affaire Prism, ça a 10 ans, plus jamais ça, etc. etc. Bonjour, donc je vous présente FISA. Le FISA, concrètement, ça autorise les agences de surveillance, de renseignement américaines à surveiller les communications des individus étrangers sans mandat judiciaire. C'est écrit texto dans la loi. Donc c'est un prisme officiel et nouveau. Et puis il y a aussi, ça vous l'avez peut-être un petit peu plus entendu, le Cloud Act, qui est un peu venu en contrecarrer le RGPD européen, donc qui permet aux Américains d'accéder à des données stockées par des entreprises américaines à l'étranger. Donc en gros, quand Microsoft vous dit « Ah mais attention, on a un data center en Europe, on stocke vos données dans notre data center en Europe », oui, super, Cloud Act, extraterritorialité. Voilà. Si les Américains se permettent, je mets entre guillemets se permettent, parce que ça reste une démocratie, donc ils sont obligés de passer des lois, et donc les lois sont du coup publiques, de documenter toutes ces pratiques, donc on les connaît, hein, on ne peut pas découvrir ça. Je vous laisse imaginer ce que font les autres qui ont peut-être un petit peu moins de démocratie dans leur pays, et qui documentent peut-être un petit peu moins toutes ces pratiques aussi de surveillance de masse. Voilà. Ça, c'est le côté un peu géopolitique. Et c'est pas fini parce que quand on commence à creuser, on trouve toujours pire. Je sais pas si vous avez entendu parler des data brokers. Ça, c'est un truc, il y a 5 ans, on n'en parlait pas encore, ou c'était un peu en catimini. Alors, qu'est-ce qu'ils font au juste? C'est des boîtes qui sont dans le monde entier, etc., qui vont collecter un grand nombre de données sur nous. Voilà tout un tas de données qui vont essentiellement les intéresser. L'intérêt pour eux derrière, en fait, ça va être de créer des bases de données d'individus qui vont être basées du coup sur différents facteurs, notre âge, notre localisation, s'ils ont notre historique, voilà, c'est quoi les hobbies de un tel, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de nous mettre dans des cases marketing, acheteurs compulsifs, la trentaine, avec un petit peu d'oseille, et donc après ils vont revendre ces profils-là à des sociétés qui vont chercher justement à toucher, en vendant leurs services ou leurs produits à des gens qui ont la trentaine, acheteurs compulsifs et un peu d'oseille, coucou Tesla par exemple. Donc voilà, et ils vont faire ça. Alors ça, c'est le côté marketing et mercantile de la chose, mais on sait que potentiellement, il y a aussi des pratiques encore pires qui pourraient être faites derrière, notamment s'il commence à y avoir du recoupement avec de la donnée de santé, notamment sur est-ce que demain, on peut me refuser d'être assuré parce qu'en fait, on a remarqué que je consommais beaucoup de médicaments, ou ci, ou ça, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est un peu la menace des data brokers, mais
j'en ai déjà parlé, il n'y a pas très longtemps. On a un truc en Europe qui est quand même pas mal, pardon, ce qui s'appelle le RGPD. Hein. C'est bien les lois. Ouais. C'est bien les lois. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent à se faire avec ça que le business model, en fait, c'est je m'enfonce dans les vides juridiques pour faire ça. Je vais me faire attaquer en justice tôt ou tard, mais on parle de plusieurs années parce que la justice est lente. Donc, entre-temps, j'ai généré des millions, peut-être même des milliards. Donc, si je prends 1%, dès que je génère 1 million pour alimenter une caisse qui va me permettre de gérer les recours en justice, et quitte à payer des centaines de milliers d'euros à des gens, je serai toujours plus positif d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc, c'est tout le problème. Et puis, les data brokers vont dire, oui, mais non, on est éthique parce qu'on collecte des datas, mais on les anonymise. Ça, il y en a beaucoup qui vont dire ça. Sauf que le problème, c'est que les données anonymisées ou pseudonymisées, on peut quand même vous retrouver. Et ça a été prouvé. Je vous montre un exemple donc, avec uniquement 6 questions, donc le lieu de vie, la date de naissance, le sexe, la situation maritale, le niveau d'études et la situation professionnelle actuelle. Eh bien, en France, il n'y a que 3 mecs, ou nanas, qui partagent les mêmes caractéristiques que moi, par exemple. Voilà. Ça fait assez flipper. Et je n'ai pas rentré ni mon nom, ni mon prénom, ni mon email, ni mon adresse postale. J'ai juste dit, je vis à tel endroit, voilà, est-ce que je suis marié ou pas, c'est quoi mon niveau d'études, etc. Donc, ça a été prouvé que même si les datas sont anonymisées, c'est extrêmement facile de faire du recoupement derrière. Il y a plusieurs, on pourrait parler des heures de tout ça, mais on n'a pas le temps. Donc, je vous ai mis 2 liens sympas. Il y a un talk TEDx qui dure une petite vingtaine de minutes où il y a une personne en Angleterre qui parle de ça et comment en fait elle s'est fait traquer en fait sur internet et ensuite elle a eu des trucs ultra ciblés, etc. C'est super intéressant. Et puis du coup, si vous voulez faire le test vous-même, en fait cette fonctionnalité là, etc. c'est sur l'observatoire de l'anonymisation. Donc c'est un truc qui est je crois que c'est en Angleterre. Je crois que c'est Oxford, je crois qu'il fait ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, en fait, eux, ils collectent aussi beaucoup de data, mais l'objectif, eux, c'est justement pour sensibiliser. Donc, ils font la même chose que les data brokers, ils vont récupérer des informations à droite à gauche et ils vous montrent par A plus B que voilà, même si c'est anonymisé, on peut vous retrouver. Donc voilà, donc là on a été, je pense, assez anxiogène pour le début de la presse. Enfin, je pense, on va rentrer dans ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on se protège de ça. Alors c'est pas facile, on va pas se mentir. Alors il y a un premier modèle qu'on peut faire, c'est essayer de casser le modèle. C'est principalement basé sur la pub. Donc, si je bloque les pubs, les gens ont payé très cher pour obtenir des datas ultra précises sur moi, sauf que quand ils m'affichent les pubs sur lesquelles je suis censé cliquer pour acheter, moi, je ne les vois pas. C'est un premier modèle qu'on peut essayer de mettre en place. Il y a un autre modèle, alors je dis de mes combats, l'objectif n'est pas non plus d'être agressif, hein, mais c'est justement d'essayer de filouter pour péter un peu tout ça. Et vous allez rendre compte que ce qui marche le mieux, c'est vraiment de la fake data. On va pas se mentir, c'est vraiment le nerf de la guerre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on doit protéger et où est-ce qu'on mène les combats? Ça, c'est le vrai sujet. Alors, bien sûr, l'idée, c'est d'essayer de protéger un maximum d'informations. En fait, c'est un peu comme la sécurité, c'est un peu en oignon, c'est-à-dire c'est plein de petites couches de petits trucs. Sur le même truc, hein, je prends une analogie de la sécurité qu'on utilise souvent. Si j'ai acheté une porte blindée, mais qu'à côté, ma fenêtre ne ferme pas, je vais finir par me faire cambrioler. Et les gars passeront pas par la porte blindée, ils passeront par la fenêtre. Donc ça sert à rien de mettre toute votre énergie dans la protection d'un truc et à côté de pas gérer le reste. Il vaut mieux faire pas mal de petites choses. Alors il y a un premier truc que moi je fais quand je vais sur Internet, parce qu'aujourd'hui, quand on va sur un site, on est très souvent obligé de créer un compte, parce que sinon on ne peut pas utiliser les services avancés de ce site-là, etc. Donc souvent on tombe sur le bon vieux formulaire de création de compte, où on est obligé de remplir certains champs, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas créer le compte. Donc quand on demande des données perso, moi la première question que je me pose, c'est mais si jamais il me demande mon prénom et mon nom, si j'écris n'importe quoi, est-ce que ça va dégrader mon expérience sur le site ?
Parce que si je lui dis que je m'appelle John Doe alors que c'est pas du tout le cas, si je reçois un email où il me dit bonjour John, voici des nouvelles propositions, je sais pas, de voyage, etc. C'est pas très grave, à mon sens, au niveau de l'usage. Par contre, effectivement, sur un site style Amazon, si je mets pas mon vrai nom et pas ma vraie adresse, je vais avoir du mal à recevoir mes colis, c'est sûr. Alors après, je peux mettre en place une boîte postale, etc. Bon, là, c'est un niveau un peu plus hardcore, c'est faisable, mais voilà. Mais voilà, c'est la première question que je me pose, c'est est-ce que je suis obligé de donner les vraies infos à ce site-là? Et mine de rien, vous vous rendrez compte que dans beaucoup de cas de figure, le nom, le prénom, et en plus, la plupart de ces formulaires-là, le côté dev, ils ont juste mis un truc du style, faut pas que le champ soit vide. Donc des fois, vous mettez juste une lettre, ça passe. Voilà, donc moi, sur plein de sites, je m'appelle Bonjour C. Parfois, je change la lettre en fonction du truc. Donc voilà. Mais globalement, il y a deux données qui sont assez compliquées en fait, à protéger, et c'est celles qui nous permettent de nous identifier le plus facilement. C'est le doublon adresse email et numéro de téléphone, parce que ça, c'est les trucs les plus chiants. Parce que si vous mettez un faux prénom sur un site, voilà, pas très grave encore une fois dans la plupart des cas. Si vous mettez pas le vrai email, si vous paumez votre mot de passe ou si vous avez besoin de recevoir des trucs, etc., ça va être compliqué, quoi. Donc on verra, il y a quand même des trucs qu'on peut faire, mais voilà, c'est ça les deux points les plus compliqués et c'est ça les deux sésames les plus pertinents. Parce que si vous mettez de la fake data partout, mais que vous utilisez tout le temps votre email, bah, le data broker, à un moment donné, il va quand même dire, OK, bon, je peux pas considérer ces infos-là, prénom, nom, etc. Mais l'email est le même. Donc, par contre, toutes les actions qu'il a fait sur tel site, tel modèle de consommation, etc., on sait que c'est lui derrière. Et même si j'ai pas son prénom, j'ai quand même son email. Donc, je peux recouper l'info. Et c'est la même chose avec le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est vraiment ces deux trucs-là sur lesquels il faut faire super attention. Et après, on peut mener le combat sur différents endroits. Alors, bien sûr, au niveau des données qu'on va mettre dans Internet, ce que j'ai un peu présenté ici vaut pour ça. On peut faire pas mal de choses au niveau de notre navigateur, on peut faire des choses aussi au niveau de notre OS et même au niveau réseau. Et justement, je vais rentrer un peu dans le détail de tout ça. Donc, on va commencer par le plus évident, c'est le navigateur. Le navigateur, c'est le premier rempart puisque c'est l'application que vous allez utiliser le plus souvent pour aller sur Internet. Donc, là-dessus, il faut commencer par rappeler les bases. Ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien. Commencez déjà par arrêter d'utiliser Google Chrome. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'aime pas Firefox, c'est plus lent, je sais pas quoi, etc. Oui, super. Chrome, ils sont basés sur Chromium, qui est open source, et il y a plein d'autres moteurs de recherche qui sont basés sur Chromium, donc ils vont embarquer le même truc que Chrome. Brave, par exemple, est issu de Chromium, et donc ça marche à peu près de la même manière que Chrome. Tous les extensions que vous installez sur Google Chrome sont compatibles sur Brave, par exemple. Donc vous pouvez tout à fait facilement switcher déjà de navigateur. Ensuite, on va continuer sur le bien et le pas bien. Bien entendu, arrêtez d'utiliser Google. Surtout, arrêtez d'utiliser Google avec votre compte Google connecté. Parce que là, dans le genre, toutes vos recherches, tous vos trucs sont traqués, on est dans le mieux. Alors, tac, bon là, je répète ce que j'ai dit, mais comment est-ce qu'on fait pour se passer de Google? Parce que à côté, ils ne sont pas numéro 1 pour rien. Et à côté, on sait que d'un point de vue privacy, c'est pas terrible. Alors, moi, j'utilise à titre perso DuckDuckGo, qui est open source, etc., et qui est assez bon sur les résultats. Et ce qui est intéressant sur DuckDuckGo, c'est qu'ils ont une fonctionnalité où je peux mettre point d'exclamation G avant ou à la fin de ma requête, et ça va me balancer sur Google. Donc, par défaut, je fais mes recherches sur DuckDuckGo. Si jamais DuckDuckGo ne répond pas suffisamment précisément à ma demande, etc., et ben là, je passe sur Google. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans 80 à 90% des situations, DuckDuckGo remplissait largement son travail de me fournir des informations, me trouver des sites, etc. etc. Donc, c'est un peu comme le mois sans tabac, quand on fume. Les premiers jours, c'est dur. Et puis, au bout d'un mois où on a réussi à pas fumer, on se dit, ah bah en fait, ça va, on arrive à s'en passer. Bah, essayez de faire un mois sans Google en moteur de recherche, avec toujours ce biais de pouvoir, à un moment donné, si réellement ça vous emmerde, ça ne répond pas à votre besoin, etc., de repasser quand même sur Google. Vaut mieux envoyer une requête de temps en temps sur Google que de tout le temps faire du Google. Voilà.
Je vais parler bloqueur de pub, ça tout le monde connaît, Adblock, repose en paix. Alors pour ceux qui utilisent encore Adblock, arrêtez, puisque Adblock, donc ils ont été un peu précurseurs dans le blocage des pubs. Ils ont, il n'y a pas si longtemps que ça, passé des accords commerciaux avec des boîtes pour dire on va laisser passer quelques pubs quand même. C'est un peu travestir, je trouve, le besoin initial. Alors, les bloqueurs de pub, vous pouvez bien sûr les installer directement sur votre OS, mais aussi en tant qu'add-on sur votre navigateur. Bon, bien sûr, ils vont bloquer la pub. Mais maintenant, ils vont faire beaucoup d'autres choses aussi. Ils vont vraiment s'attaquer aux cookies. Ils vont bloquer, ils vont carrément bloquer certaines URL. Ils vont avoir des listes en fait de domaines qui sont connus comme étant utilisés pour faire du tracking, pour faire plein de choses. Et donc ça peut vous permettre de bloquer tout ça. Il y en a 3 que je cite parce que je trouve qu'ils fonctionnent très bien, dont 2 en plus qui sont open source. Donc uBlock Origin qui fait assez foi parce qu'il est très orienté communautaire. On peut intégrer des listes de domaines à bannir. On en trouve très facilement sur Internet. Ghostery qui est pas mal non plus. AdGuard qui est une boîte privée, donc le code d'AdGuard n'est pas rendu public, mais qui reprend la même logique qu'un uBlock Origin. Ça veut dire qu'on peut créer on a des listes, etc. On peut cliquer sur... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des listes toutes faites. Donc on n'a peut-être pas forcément que ça à faire. Donc on peut facilement dire, ok, je veux bloquer ça, tel type de pub, tel type de tracker, etc., etc. Et ça marche plutôt très bien. Si jamais vous utilisez Windows, parce que niveau OS, on va pas se mentir, Linux, ça va, c'est safe. Apple, on a beau dire ce qu'on veut, encore une fois, sur un macOS de base, il n'y a pas trop de tracking, voire pas de tracking qui est opéré. Après, si vous installez des applis tierces où il y a du tracking intégré, là, à ce niveau-là, c'est plus la faute d'Apple, mais c'est la même chose pour Microsoft. Si vous installez une appli tierce sur votre Windows et qu'il y a du tracking intégré dans l'appli, c'est pas intrinsèquement la faute de Windows. Mais Windows, on sait qu'ils aiment bien foutre tout un tas de trucs. Alors ça, c'est un extrait du guide de l'ANSSI. Alors c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc c'est une agence étatique avec des personnes très très calées techniquement. Alors ils ont fait un guide pour restreindre la collecte des données sous Windows 10. Ça vaut majoritairement pour Windows 11 puisque les OS sont quand même assez semblables. Il y a notamment des GPO pour virer tout un tas d'écoutes, de télémétrie, etc. Il y a plein d'alternatives qui font ça aussi très bien, sans GPO, pour ceux qui ne sont pas très aficionados. J'ai testé WinPilot, pareil, qui est open source gratuit, etc., qui est assez bien foutu, qui va pouvoir vous enlever tous les trucs installés de base qui servent à rien, désactiver la télémétrie, enfin, il y a pas mal de choses intéressantes qu'il fait. Sur les applis mobiles, alors là-dessus, Android et Apple, ils ont pas mal bossé sur le sujet et c'est devenu assez propre puisque les deux vont souvent proposer de pouvoir limiter l'accès à certaines fonctionnalités. Ça, c'est sur iOS, ça c'est plutôt pas mal. On peut carrément, sur certaines applis, dire « Toi, tu peux accéder à certaines photos, mais pas toutes ». Et ça, je trouve ça très intéressant pour éviter que l'appli ait accès à l'intégralité de notre catalogue de photos. Et puis, les deux permettent aussi ça. Par exemple, quand on lance Google Maps, eh bien, on va nous dire est-ce que tu l'autorises à suivre ta position? Alors, quand je veux utiliser Google Maps, à un moment donné, si je n'utilise pas la position, ça ne marche pas très bien au niveau du service. Mais je peux lui dire tu peux l'utiliser, vas-y, tout le temps, même si l'appli n'est pas en train de tourner, ou uniquement quand l'app elle est active, ou jamais, enfin, autoriser que cette fois, ce qui fait que ça va à chaque fois me le redemander. Donc si je veux pas que Google Maps vienne en arrière-plan suivre mon activité, je peux... alors à chaque fois, il faut appuyer. Oui, c'est un peu chiant peut-être pour certains, mais pour d'autres, ce sera juste un clic à faire pour dire oui, là, tu peux suivre mon activité parce que je vais t'utiliser. Mais quand je te vire derrière après dans les apps, que je te désactive, du coup, c'est bon, tu ne suis plus mon activité, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, Apple avait fait un truc pas mal aussi, il y a quelques années maintenant, mais ils avaient implémenté une fonctionnalité, alors moi je l'appelle Donut Track Me, parce que le nom d'Apple, c'est iMachin, là. Eux, ils ont carrément intégré dans les applications iOS la possibilité de dire, je veux pas que l'appli
me suivent et traquent mon activité. Et l'avantage du modèle d'Apple, c'est que, alors c'est en train de s'ouvrir avec le DMA et DSA à niveau européen, mais toutes les applis qui sont sur l'Apple Store, en fait, passent dans les mains d'Apple d'un point de vue vérification. Donc, quand Apple implémente une fonctionnalité qui dit, si l'utilisateur dit, je veux pas qu'on me suive, tu peux pas utiliser de cookies tiers, de tracking, etc. Si les mecs font, ok, comment est-ce qu'on va essayer de quand même contourner le truc, bah, Apple le voit et dit, bah non, gars, en fait, si tu essayes de passer outre, en fait, ton appli elle va juste être plus disponible sur l'Apple Store, donc revois ton code et ensuite on en reparle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Côté OS mobile, il y a des OS mobiles alternatifs. Alors, j'ai pas parlé d'Android, mais Obvious Android, Google, donc beaucoup de tracking de base dans l'OS. Donc, c'est pour ça que vous pouvez utiliser certains OS open source. Alors, il y a un qui est assez connu, c'est Lineage OS. Alors, l'inconvénient de Lineage OS, c'est qu'il faut à un moment donné bidouiller un minimum, il faut router faut router le téléphone, il faut changer la ROM. C'est pas compatible sur tous les hardware. Il y a des téléphones, on vous dit ça marche, tu installes le truc, l'appareil photo il plante. Enfin bon, voilà, c'est de la bidouille, mais c'est possible. Et puis plus récemment, il y a aussi un autre OS, iOS. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, enfin comment ça se prononce, mais c'est iOS. C'est développé par des Français. C'est un peu le même modèle que la fondation Mozilla, c'est-à-dire que c'est un truc qui est open source, etc. Et eux, ils ont la vocation, enfin la volonté de vraiment l'implémenter sur des périphériques. Donc, il y a une liste très petite de périphériques compatibles, mais l'OS est déjà implémenté dessus. Donc, du coup, on n'a pas besoin de trop de bidouiller. Et c'est vraiment un OS qui est donc basé sur Android, mais la version open source, puisque Android de base, c'est une version qui est open source, mais sans tous les services de Google dessus. Donc, sans tout le tracking de base qui est implémenté. Le cloud, on ne peut pas y échapper aujourd'hui. On a quasiment tous peut-être un cloud perso pour stocker ses datas. Bien sûr, dites-vous que si vous mettez des données sur un cloud, j'ai parlé d'extraterritorialité tout à l'heure, elles peuvent être lues par quelqu'un d'autre, puisque le cloud, en fait, c'est toujours le computer de quelqu'un d'autre. Donc, il y a un outil pareil qui est open source, qui marche très bien, que moi j'utilise, qui s'appelle Cryptomator. C'est très simple, ça va vous créer un vault en local sur votre machine. Et en fait, le vault, il va être synchronisé sur votre OneDrive, votre iCloud, etc. Et en fait, quand vous mettez la donnée dans votre vault, ça va la chiffrer à la volée. Dans votre cloud, du coup, c'est de la data qui est chiffrée, donc impossible de la lire. Par contre, quand vous avez déverrouillé votre vault avec Cryptomator, du coup, c'est de la data en clair et du coup, vous pouvez la lire. Et franchement, ça marche très bien. En plus, c'est multiplateforme. Donc, l'appli, vous l'avez sur différents OS. Donc, à partir du moment où vous pouvez synchroniser votre cloud sur différentes plateformes, vous pouvez utiliser Cryptomator et ça marche assez bien. Il y en a un autre aussi qui est aussi open source et qui est très connu, qui s'appelle VeraCrypt. Je le trouve un peu moins pratique parce que, alors je sais pas s'il a évolué depuis, mais ça fait un moment que je l'ai utilisé, mais VeraCrypt, en fait, vous créez un vault, mais avec une taille prédéterminée. C'est-à-dire que je suis obligé de créer un vault genre de 20 gigas, et après, si je dois modifier la taille de ce vault-là, c'est super long, etc. Donc, je ne peux pas mettre plus de 20 gigas dans mon vault, alors que Cryptomator, lui, il s'en fiche. Il n'est pas basé là-dessus. Tant que vous avez de l'espace disque, vous allez pouvoir mettre de la data dedans. Donc, je trouve ça un peu plus intéressant. Côté network, vous avez aussi la possibilité de bloquer les pubs et les trackers en couche basse, donc via du DNS. Là, ça devient super intéressant. Alors, si vous faites donc pour rappel, un DNS, c'est je vais aller sur Forkit Community, je connais pas l'IP, je demande à un serveur DNS, c'est quoi l'IP de Forkit, ça me répond 76 76 21 21. Et en fait, c'est là qu'on peut agir, parce que si on sait par exemple que Forkit Community, c'est un gros truc de tracking qui va revendre mes données, c'est pas le cas, attention, disclaimer, et en fait, je peux dire dans une liste, en fait, tu vas répondre 0000 à l'IP, et en fait, ce qui fait que le périphérique qui fait la requête pour dire je vais aller là-dessus, en fait, c'est comme si la ressource était inaccessible. Et en fait, du coup, il va même pas charger du coup la ressource, puisqu'en fait, pour lui, elle n'est pas accessible au travers d'Internet. Et les développeurs, ils sont sur un modèle de si je bloque l'usage de l'application, si on ne charge pas la pub, je vais me faire taper dessus très très fort par les mecs en dessous. Parce que si un jour, mon serveur de pub ou de tracking, il est planté, plus personne ne peut utiliser mon appli. Donc, si jamais la ressource de type tracking, etc. ne se charge pas, c'est pas grave, tu peux quand même utiliser l'appli. Donc, ça marche dans quasiment tous les cas de figure. Voilà.
Alors pour ça, vous avez plusieurs services. Alors Quad 9, c'est le plus simple, parce que c'est un DNS public, donc c'est aussi simple que Google, d'accord? C'est 9999 au lieu de 8888. Donc arrêtez de me mettre du 8888 partout sur vos serveurs, tapez 9999. Sauf que eux, ils sont orientés privacy, donc ils vont bloquer déjà tout un tas de choses, et en plus, ils vont pas stocker toutes les requêtes que vous faites, etc. Ensuite, vous avez Piol et AdGuard Home, qui sont en open source. Alors je disais tout à l'heure, AdGuard, c'est pas open source, mais ils ont ce produit-là qui est spécifiquement en open source. Vous allez pouvoir créer votre propre DNS chez vous, avec des règles de filtrage, avec tout un tas de choses. C'est super intéressant. Mention spéciale à AdGuard Home qui permet en plus de bloquer des listes d'URL, etc., d'avoir du contrôle parental. Basé bien sûr sur l'IP du périphérique, et aussi de bloquer carrément certains networks. C'est-à-dire, hop, je coupe TikTok, j'appuie sur un bouton, donc d'un point de vue gestion, c'est top, et TikTok est complètement shut. Bonne question. Mon fils n'est pas encore assez grand pour que je me sois autant penché là-dessus. Donc voilà. On rentre sur les deux derniers points super importants, les emails et les téléphones. Donc je disais, les emails et les téléphones, c'est le plus compliqué à protéger. Alors bien sûr, il y a la possibilité de faire des emails temporaires. Vous connaissez peut-être tous Yopmail, qui est ultra connu. Ça vous génère un email random pour que vous puissiez utiliser ça, mais vraiment de manière, en gros, c'est one time. Le problème, c'est que les gens, ils ont compris que Yopmail, c'était un peu pour les blouser d'un point de vue pub et tracking. Donc si vous mettez une extension en Yopmail, ça passe de moins en moins. Il y a de plus en plus de sites qui disent « Ah non, ce mail-là, il n'est pas éligible ». Donc on se fait un peu avoir. Donc il y a des services qui peuvent créer des alias. Donc le but, c'est créer un alias sur votre vrai mail. Comme ça, l'alias, c'est celui qui sera utilisé sur le site internet. Mais derrière, ça renvoie sur votre truc. Il y a Simple Login qui fait ça. C'est gratuit jusqu'à 10 alias. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc c'est fait par Proton, qui est une boîte suisse qui fait plein de trucs basés sur la vie privée. Je vous invite à aller regarder Proton, c'est vraiment très 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 bien. Ils font vraiment des trucs très cool et je ne suis pas sponsorisé non plus. Et Proton Pass, donc, qui est un gestionnaire de mots de passe, a implémenté du coup cette fonctionnalité-là de facto. Donc en gros, demain, je crée une nouvelle entrée pour enregistrer mon compte Netflix. Il va me dire, est-ce que tu vas plutôt créer un alias plutôt que d'utiliser ton vrai mail? Et en fait, si je clique sur un bouton, ça me génère l'alias, je file l'alias à Netflix et mon email est safe du coup. Donc voilà. Je vous ai mis aussi un super truc sur le pourquoi arrêter d'utiliser Gmail. J'ai pas le temps de parler de pourquoi il faut arrêter d'utiliser les Gmail et compagnie, mais arrêtez d'utiliser Gmail et compagnie. On sait que les mails sont lus, etc. Essayez de passer sur des trucs qui sont alors self-hosted si vous êtes vraiment vénère, mais il y a plein de trucs aujourd'hui sur la partie privacy qui font attention à cette partie-là. Voilà. Et je suis un peu à la bourre. Donc on va finir sur les numéros de téléphone, sachant que les numéros de téléphone, c'est le plus compliqué à protéger. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir de système d'alias comme les mails parce qu'on ne décide pas de son numéro et que les numéros de téléphone, il y a une quantité finie de numéros. Alors que des alias d'email, avec les domaines, on a une quantité quasiment infinie. Alors, il y a deux possibilités. Avoir un second numéro de téléphone, donc soit vous achetez une carte prépayée ou des choses comme ça. Alors ça va plus être pour éviter le spam que le tracking, parce qu'en fait le mal est fait. Si vous avez un téléphone secondaire avec un deuxième numéro, que vous utilisez tout le temps ce numéro là, on va quand même pouvoir vous traquer parce que l'ID sera le même. Mais au moins, si vous n'utilisez pas trop ce numéro de téléphone là, si jamais il y a de la pub, des calls, des machins, etc., du coup vous serez un peu épargné par ça. Et puis sinon, il y a aussi la possibilité d'avoir des numéros de téléphone temporaires pour les services un peu one shot, c'est-à-dire des trucs où on vous demande forcément de rentrer un numéro de téléphone pour valider votre compte, mais vous savez très bien que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser votre téléphone pour le site sur lequel vous êtes inscrit. Ça peut être utile. Donc on-off, vous connaissez peut-être déjà, ça coûte 5 € par mois, mais vous avez du coup un deuxième numéro de téléphone, c'est une appli sur votre téléphone, donc vous pouvez téléphoner, recevoir des coups de fil ou pas, mais surtout vous pouvez recevoir des textos, donc voilà, ça peut être une alternative intéressante là-dessus. Et un autre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment sympa, c'est Quark.io. Lui, c'est vraiment du numéro de téléphone temporaire. Ils ont plein de pays supportés. Alors, sur Quark, vous ne pourrez pas passer de coup de fil ou en recevoir. C'est vraiment prévu pour les messages par SMS que vous allez recevoir. D'ailleurs, la particularité de Quark, c'est que les messages qui passent, vous le voyez peut-être dans la capture d'écran, ils sont visibles pour tout le monde. Après, je vous rassure, quand on vous envoie un code secret à rentrer, les gens n'ont pas vraisemblablement votre contexte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le site en question, ils n'ont pas l'URL sur lequel taper le code. Donc, ça reste à peu près safe de pouvoir quand même utiliser ça. Donc voilà. Ça fait beaucoup là, non?
Donc du coup, ça fait pas mal de trucs à retenir. Donc j'ai trouvé un truc pas mal, pareil sur GitHub, Digital Defense. En fait, c'est un radar avec plusieurs catégories, genre web browsing, email, enfin il y a tout un tas de trucs, avec en fait des recommandations sur vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça pour améliorer votre sécurité. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une logique de dire, il y a 3 niveaux de complexité. Vraiment un peu le minimum syndical qu'il faudrait faire, le mode un peu plus renforcé et le mode assez hardcore. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller au niveau 3 à chaque fois. Vous faites selon votre besoin et votre sensibilité. Et puis vous pouvez aussi dire, ça, j'estime que c'est pas pertinent, donc en gros, je le désactive. Je ne mettrai pas en place cette recommandation-là. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas que orienté privacy, c'est aussi orienté sécurité. Mais du coup, c'est assez intéressant. Et en même temps, j'ai pas eu le temps de parler de plein de trucs. Donc j'ai un autre truc pas mal qui est fait par la même personne d'ailleurs qui a fait Digital Defense, c'est Awesome Privacy. C'est une grosse liste sur GitHub. Il y a une 50aine de catégories d'outils qui sont bien d'un point de vue privacy. Donc il y a du web browsing, il y a du moteur de recherche, donc il y a pas mal d'outils que j'ai cités. C'est d'ailleurs une de mes sources pour tester des outils sur mon temps perso. Donc voilà, il y a eu pas mal de QR codes, si vous n'avez pas eu le temps de les prendre, suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn, lundi je publierai les slides et les références, etc. Donc vous aurez le temps de tout retrouver. Voilà. Et puis c'est enregistré, donc au pire ce sera dispo après, quoi. Voilà.